En novembre 2015, Stephen Olszewski arpente le Continental Divide Trail, dans le nord du Nouveau-Mexique, lorsque des tempêtes de neige recouvrent la région de plusieurs dizaines de centimètres de poudreuse. Bloqué, ses réserves de nourriture s'amenuisant, le randonneur réussit néanmoins à s'abriter, en priant pour l'arrivée des secours. Je vous invite à découvrir la triste histoire de Stephen Olszewski. Stephen Olszewski est ce qu'on appelle un randonneur expérimenté, extrêmement expérimenté. À 59 ans, celui qui se fait surnommer la loutre par ses amis fait partie des rares randonneurs à avoir bouclé les 3 grands sentiers de la triple couronne américaine. Le sentier des Appalaches, 3510 km, le Pacific Crest Trail, 4240 km, et pour finir le Continental Divide Trail, 5000 km. Ce dernier sentier traverse les Rocheuses du Nouveau-Mexique jusqu'au Montana. À l'époque, il est balisé qu'à peu près à 70% et certains secteurs sont vraiment compliqués. En gros, c'est le Far West de la randonnée au long cours. Le 14 novembre 2015, un Trail Angel, ce sont des locaux américains qui offrent le gîte et le couvert aux randonneurs. Ce dernier, se prénommant Ben Whiting, dépose la loutre au col de Cumbres Pass. Stephen dit au revoir à Ben et lui explique qu'il va se rendre à Ghost Range, environ 120 km au sud, et qu'il emporte avec lui 2 semaines de provisions. La loutre commence à s'enfoncer sur le chemin de randonnée. Et plus la journée avance, plus il se sent faible. Plus la journée avance et plus la météo devient difficile. Il tombe malade. Il explique ainsi dans son journal de bord : « J'ai immédiatement souffert d'une faiblesse terrible. Dès que je me levais, je me sentais mal. Et même après qu'il aille mieux, après 1 ou 2 jours, il se sent encore vraiment faible. Et sa progression est très difficile. Il explique que par endroits, il a de la neige jusqu'à la taille. Bientôt, la tempête se calme. Cependant, les températures, elles, chutent brutalement. Il explique : « J'ai essayé de rebrousser chemin mercredi, mais je n'ai pu faire qu'1,5 km sur les 18. Je suis revenu à mon campement au prix de grands efforts. J'étais encore malade, en plein dans la neige et sans balise spot. » Une balise spot, c'est une balise qui fonctionne sans réseau, uniquement par GPS, et qui permet aussi d'appeler les secours en cas d'urgence, car dessus il y a un bouton de secours. Donc il suffit d'appuyer sur ce bouton et il y a un opérateur qui avertit les secours aussitôt. À noter également, mais ça vous l'aurez compris et deviné par vous-même, le réseau est inexistant et il ne peut pas évidemment se servir de son téléphone pour contacter qui que ce soit. Son téléphone lui servira essentiellement à laisser des témoignages. Et dans sa première vidéo, il n'a pas l'air d'aller trop mal, sa voix est relativement posée. Cependant, il explique quand même « Je suis dans la merde, j'ai tenté une sortie aujourd'hui. Et entre la neige à hauteur d'entrejambe et l'altitude, ça va pas du tout. Impossible de me réchauffer les orteils, explique-t-il. J'ai vraiment joué avec le feu et j'ai perdu. Il me faudrait un miracle maintenant. » Il commence à avoir très froid, il souffre d'engelures. On est alors le 19 novembre, le 6e jour après son départ. Et les montagnes sont toutes enneigées, donc il doit y avoir à peu près 1 mètre de neige. Et il reste là, coincé sous sa tente. Puis, explique-t-il, le vent s'est levé, une grosse tempête a pété. Il a neigé et soufflé pendant toute une semaine, et pendant ce temps-là, j'ai essayé de me fabriquer des chaussures de neige. J'ai tracé un grand haut secours dans la neige. J'espérais que quelqu'un allait le survoler, j'ai vraiment cru que quelqu'un le verrait. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça n'est pas arrivé. Tellement déçu. Les jours passent, aucune motoneige, aucun avion. La loutre reste plantée ainsi pendant 17 jours, jusqu'au 1er décembre. Ce qui est certain, c'est que par dizaines de centimètres, la neige s'accumule. Il y a bien quelques skieurs hors piste qui font des sorties, pas très loin du col, mais il est rare que quiconque s'aventure aussi loin en hiver. Les secours n'arrivant toujours pas, et après ces 2 premières semaines et demie de survie, la loutre est confrontée à une décision difficile. La première possibilité, c'est de rester sur place et espérer qu'on vienne le chercher. La seconde possibilité, c'est de descendre vers le sud pour redescendre, espérer qu'il y ait un petit peu moins de neige. Et il se rappelle avoir vu sur la carte un camping
à moins de 5 kilomètres au sud, avant que son téléphone ne s'éteigne pour de bon. Là-bas, il y a des toilettes en dur et il y a dormi une fois. Évidemment, à cette époque de l'année, le camping est fermé. C'est un camping pour les randonneurs. Cependant, la possibilité de s'abriter dans ces toilettes s'impose. Donc il refait son pactage, il s'élance péniblement vers le sud. Et il raconte: ça m'a demandé un sacré courage de tout remballer. Ce jour-là, j'ai marché 200 mètres avant de m'écrouler totalement épuisé dans la neige. Je me suis retourné sur l'endroit où je venais de passer 17 jours. Un endroit sûr, c'est vrai, mais un tombeau. Encore quelques pas, je tombe. Ça m'a pris la journée entière pour descendre aux toilettes. Je ne pouvais plus faire un pas, et j'étais sur le point de m'endormir dans la neige quand j'ai tourné la tête et que je les ai aperçus. Je me suis glissé dans cette glacière en frissonnant. Je me suis fourré dans le sac de couchage et j'ai allumé le poêle pour me faire une boisson chaude. C'est à partir de cet instant que les inquiétudes au sujet de Stephen vont commencer à poindre. La première alerte provient de Ben Whiting, le Trail Angel qui n'a jamais reçu l'appel de Stephen. Le 29 novembre, il se connecte donc sur CDT 15, une page Facebook de randonneurs, et il demande si quelqu'un a eu des nouvelles de la loutre. Linudic et Artror, des amis, commencent eux aussi à s'inquiéter. Ils hésitent dans un premier temps à faire appel aux sauveteurs, de peur que, si Stephen n'a pas de problème, ils se fâchent contre eux. Ils appellent Bob Rogers, le chef des sauveteurs de la police d'État du Nouveau-Mexique. Ce dernier diffuse immédiatement un avis de recherche pour ses collègues policiers. Il demande à l'opérateur du téléphone de Stephen une géolocalisation, mais l'appareil ne renvoie plus aucun signal. La destination de Stephen était Ghost Ranch. Quand la police appelle, on lui répond qu'un colis de provisions est arrivé pour la loutre au début du mois de novembre, mais que la nourriture ayant commencé à pourrir, on a dû l'ouvrir. Rogers se rend à Ghost Ranch afin de vérifier l'information. Il appelle Udic dès qu'il a devant lui le colis vide, et lui explique qu'il n'est jamais arrivé ici. Les sauveteurs de la police d'État du Nouveau-Mexique programment alors une recherche aérienne, pour le 10 décembre. 3 Cessna de la Civil Air Patrol affrontent des rafales jusqu'à 60 km/h et des températures en dessous de zéro. Ils survolent une zone de près de 800 km² dans la forêt nationale Carson, entre Chama et Ghost Ranch. Le camping de Lagunitas est tout au nord de la zone de recherche, mais du ciel, repérer quelqu'un au sein de cette variété de terrain est quasiment impossible. D'ailleurs, selon les membres d'équipage des avions, la probabilité de détection se situait entre 25 et 30%, ce qui était déjà sans doute très optimiste. De ce fait, dans ces conditions météo, l'avion chargé de rechercher dans la zone la plus au nord n'a jamais remarqué qu'il était passé pile au-dessus de la loutre. Cela fait maintenant 27 jours que Stephen Olsonski est coincé. Il décide, ce 10 décembre, de se fabriquer des skis avec des feuilles de tôle sans doute récupérées sur le toit d'un abri en bois où les campeurs peuvent abreuver leurs chevaux. Il met également le feu à l'abri pour essayer d'attirer l'attention. Bien que son journal ne l'explique pas et ne précise pas quel était son objectif, il est probable qu'il se soit dirigé vers l'est. Il explique: j'ai fait une mauvaise chute, je me suis retrouvé bloqué avec des skis métalliques aiguisés comme des lames de rasoir. J'aurais pu salement me blesser. Il m'a fallu plusieurs minutes très difficiles pour me relever dans la profondeur de la neige. Au même moment, les recherches se poursuivent. Il explique dans son journal: alors que j'étais au bout du chemin d'entrée, un avion de recherche m'a survolé, alors que j'étais à découvert. Il a survolé le camping et a peut-être même vu l'abri que j'ai brûlé après la tempête, car ce dernier n'est pas recouvert de neige. 2 ou 3 minutes plus tard, il a fait demi-tour et m'a survolé à nouveau. Je lui ai fait des gestes comme un démon. La visibilité était parfaite, j'étais vraiment à découvert. Ma seule chance, c'est qu'il m'ait vu. En attendant, la loutre persévère dans son projet. Les conditions sont vraiment extrêmes. Il explique: j'ai skié quelques kilomètres, je suis tombé dans la neige et établi un campement dans la poudreuse. Et en plein vent. Je n'ai pas dormi. Cette nuit-là, j'ai compris que je n'y arriverais pas, alors j'ai pris la difficile décision de faire demi-tour. Je serais mort là-bas sinon. Il retourne alors dans les toilettes du camping, les toilettes qui font 4 mètres carrés. L'abri en bois qu'il avait brûlé pour se faire repérer ne lui a pas seulement fourni du métal pour ses skis, mais aussi une réserve de nourriture, environ 10 kilos de grains pour chevaux. En écrasant l'avoine sur le sol en ciment des toilettes avec une pierre,
Il peut cuisiner du porridge. Il reste donc là à manger et à espérer que l'avion l'ait repéré. Il explique. Je sens qu'ils ne m'ont pas vu. S'ils ne reviennent pas, je suis foutu. Depuis, il a neigé et le vent a soufflé trop fort pour qu'ils reviennent. Il a reneigé cette nuit. J'espère que le ciel va se dégager. J'espère. Allez les sauveteurs, cette journée est insoutenable. Voilà où j'en suis après tout ça. Juste après Noël, 3 de ses amis randonneurs se rendent en voiture au col de Combres Pass. On est arrivé là-bas et on a marché quelques centaines de mètres sur le sentier et sur la route. Il y avait 1,50 m de neige, explique-t-il. Qu'il soit encore vivant là-dedans, ça me semblait tout bonnement impossible. La loutre, lui, devient de plus en plus inquiet. Les jours s'écoulent sans aucun signe d'une équipe de recherche. Il explique, je me sens si mal en ce moment, je suis impuissant, plus aucune chance. Ses pensées virent au suicide. À présent, il se prépare à mourir à sa manière. Il reste très factuel dans ses descriptions. Mon intention est de rentrer bientôt le poêle à l'intérieur et de m'asphyxier. Ça ne marchera probablement pas. Rien de ce que j'ai tenté n'a marché. Mais je suis totalement en paix par rapport à ça. Ça vaut tellement mieux que l'alternative. J'ai l'intention de profiter de ma dernière journée, de manger ce qui me reste de provisions, de rester au chaud, de me concentrer sur la beauté et les bonnes choses de ma vie, en particulier mes amis. Il en établit alors la liste dans son journal et rédige des adieux personnalisés pour chacun d'entre eux. Après avoir fait ses adieux, la loutre tente de s'asphyxier en allumant le poêle en espérant que celui-ci consume toute l'oxygène à l'intérieur des toilettes. Cependant, c'est un échec. Les latrines ne sont pas bien isolées et il y a tellement de vent qui s'engouffre que ça ne lui permettait pas de pouvoir mettre fin à ses jours. Le 17 décembre. Esprit clair mais frigorifié. Je suis encore là, je me bats, je vais essayer de faire fondre de l'eau avec la chaleur de mon corps. Je me sens pas trop mal, en fait. Je dois rester dans le sac de couchage toute la journée en mangeant un grain d'avoine à la fois. Je veux pas en gâcher un seul. Il doit m'en rester 10 kilos. Je sais pas combien de temps je pourrais les faire durer. Mais la neige continue à tomber. Entre les tempêtes, le froid est perçant, la température descend sous les -15 degrés. La loutre, lui, ne quitte plus son sac de couchage car il met trop de temps à se réchauffer à chaque fois qu'il s'y réinstalle. Il fait des rêves éveillés. Il fond pour pouvoir prolonger les choses. J'ai dépassé les 6 semaines maintenant, écrit-il. À part l'eau et l'avoine, mon plus gros problème, ce sont mes orteils. J'essaie de ne jamais les laisser prendre froid parce que à chaque fois que ça se produit, c'est douloureux et les réchauffer me demande des heures. Pour la loutre, la seule chance de survivre plus longtemps, c'est d'obtenir de la nourriture et de l'eau. Mais il est bien trop faible pour ne serait-ce que ramasser du bois. La loutre passe ses journées à écrire dans son journal, optimiste par moments, abattu à d'autres. Ma vie est finie, couche-t-il à un moment. Zéro chance que les choses ne changent. Tellement triste. Il décide alors de faire une nouvelle tentative pour en finir. Il pose la lame de sa scie sur son poignet gauche et en taille la peau. Du sang coule de ses veines à chaque battement de son cœur. La loutre calcule qu'il a perdu à peu près 1 litre de sang avant que la blessure ne se coagule. Il frissonne toute la nuit. Sa descente aux enfers continue pendant des semaines. Si l'on en croit les entrées du journal, il y note qu'il y a encore de la nourriture en février. Je vais essayer de continuer à récupérer de l'eau encore quelques jours, mais je sais que je ne pourrai pas. Bien qu'il soit entouré de neige, il est trop faible pour se lever sans même parler de s'aventurer dehors pour en récupérer. Il reste donc là, presque sans bouger, tandis que la neige s'accumule autour de lui. Au cours de ces derniers jours, peut-être même de ces dernières heures, il se met à résumer sa vie dans son journal. Jamais pu m'intégrer, de l'âge de 4 ans jusqu'à aujourd'hui. Nulle part, sauf peut-être dans la communauté des randonneurs. Je crois bien que je vais mourir de déshydratation. L'eau coule plus, je peux plus tenir, c'est tellement intense, tellement triste. Je suis impuissant, je m'affaiblis, il fait presque -45. Je glande dans le sac de couchage toute la journée, je perds le fil des jours, je rêve de bouffe. Putain, j'ai tellement de regrets, putain, j'ai tellement de regrets. 2 mois plus tard, le 7 avril 2016, Ian Dirtwolf Crombie part de la frontière mexicaine en direction du nord sur le Continental Divide Trail. Comme la plupart des prétendants au CDT, Crombie est un randonneur expérimenté. Il a déjà fini le Pacific Crest Trail.
Il trouve de la neige à 600 mètres d'altitude, il avance péniblement, et le 10 mai, Yann Crombie se réveille avant l'aube et arrive au camping de Lagunitas. Le porche d'entrée des toilettes est recouvert d'aiguilles de pin, déposées là par le vent et le dégel. Devant l'entrée, il remarque une paire de skis fabriquée, et il se demande bien ce que cette paire de skis fait là. Puis il voit la porte, et gravé dans le bois, le mot « Attention » et une note en papier à l'encre délavée. Le corps d'un homme mort est enfermé à l'intérieur des toilettes. C'est celui de Stephen Olsonski, alias La Loutre. Merci d'informer les autorités immédiatement. Ceci n'est pas une blague. Merci. Crombie a bien vu des affichettes avec le visage de La Loutre sur tout son trajet vers le nord, dans chaque ville traversée par le sentier. Il essaie bien d'ouvrir la porte des toilettes, mais en vain. Elle est fermée à clé. Il se précipite vers le nord pour transmettre l'information. Et 2 ou 3 jours plus tard, il atteint Chama et alerte la police. Plusieurs agents se regroupent, il y a même des inspecteurs de la criminelle et un ranger du service des forêts. Ils avancent sur des véhicules tout-terrain, mais la neige est encore trop haute et ils doivent finir en marchant avec de la neige jusqu'aux genoux pour atteindre Lagunitas, où ils parviennent à entrebâiller la porte des toilettes. À l'intérieur, malheureusement, et comme on pouvait s'y attendre, repose le corps de La Loutre, en état de décomposition avancée. Ce jour-là, le 15 mai, le corps du randonneur était enfin transporté jusqu'au bout de la route forestière 87, sur laquelle il avait essayé de partir à ski. Quelques jours plus tard, les amis randonneurs de La Loutre, respectant ses volontés, ont organisé une célébration. Plus tard, le 2 juin, sa famille et ses plus vieux amis se sont rassemblés pour une cérémonie de souvenir. La Loutre, lui, n'avait absolument aucune forme de rancune. La vie est une randonnée. C'était sa signature habituelle à la fin de ses notes de blog. Sa randonnée à lui était tout simplement terminée. Dans son journal, parachevant l'expérience d'une longue vie en pleine nature, La Loutre s'en prend principalement à lui-même, soulignant ses actes et ses oublis. Cette situation est de mon propre fait, elle découle de la vie que j'ai vécue, y écrit-il. Il n'en voulait à personne, n'attendait rien de plus. Au lieu de ça, dans sa toute dernière note, il souhaite simplement qu'on se souvienne de lui tel qu'il a vécu et non de la façon dont il est mort.